Nous sommes en guerre. L'idée, c'est de marier la science et la culture. Bonsoir à tous. Bienvenue, cher public, à notre jeu débat. S'interroger sur le sens, je pense que c'est assez essentiel. Je crois que c'est une question importante, effectivement. Comment imaginez-vous le monde de demain ? Mais si on imagine autre chose ? Le monde, par défaut, va pas forcément dans la bonne direction. Il faut accepter de sortir de ce qu'on sait. On va revenir un petit peu sur tout ça. Et tout cela se fera bien sûr avec un souci de rigueur, de scientificité et d'originalité. Bienvenue à la 5e édition du Festival des idées Paris, qui cette année explore les nouvelles normalités. Je suis Raphaël Costan-Bekemzinski, le directeur du festival, et le Festival des idées Paris est porté par l'Alliance Sorbonne-Paris-Cité, une alliance qui regroupe l'Université de Paris, l'Université Sorbonne-Paris-Nord, Sciences Po, l'INALCO, l'École nationale supérieure d'architecture Val-de-Seine et l'Institut national d'études démographiques. Chaque année, le festival met en lumière un enjeu sociétal majeur, en invitant des chercheuses et chercheurs de l'ensemble des disciplines scientifiques, mais aussi des artistes et des actrices et acteurs de la société civile à se rencontrer, à dialoguer et à échanger avec vous, notre cher public. Notre engagement n'est pas de simplifier le discours scientifique, mais de révéler la complexité des sujets qui nous touchent pour pouvoir les étudier sous tous leurs angles. Cette année, le thème des nouvelles normalités s'est imposé à nous. La crise sanitaire a bouleversé notre quotidien, mais cette problématique, elle ne se limite pas à la question de la pandémie. La lutte contre le racisme, le féminisme, la migration, l'astrophysique sont tant de sujets qui tendent à faire émerger de nouvelles normalités. La normalité est en construction permanente. Elle est nécessairement mouvante et plurielle. Ce sont ces questions que nous explorons cette année. Et tout cela se fera avec rigueur, avec scientificité et avec originalité. Bienvenue donc à cette deuxième journée du Festival des idées Paris 2020. Je passe tout de suite la parole à Leïla Hegel, chercheuse dans la collaboration Virtuo. À vous, Leïla. Bonjour à tous. En 1511, Nicolas Copernic étudie les planètes dans son observatoire astronomique situé en haut de la cathédrale de Frombork, en Pologne, et étudie leur trajectoire. Il réalise que ce n'est pas le Soleil qui tournerait autour de l'une d'elles, mais les planètes qui tourneraient autour du Soleil, dans un mouvement que les astronomes nomment révolution. Ce retournement de paradigme s'implémente si bien dans les consciences que le mot révolution est maintenant employé pour des changements profonds liés à la gouvernance des États, l'organisation de la société ou tout ordre établi en général. Ainsi, les découvertes scientifiques se diffusent dans la société et la compréhension des lois de la nature offre un nouveau point de vue sur l'ordre du monde à toutes les échelles. Un signal radio détecté par une antenne en 1965 se révèle être une manifestation due au Big Bang. Voici que l'univers n'est plus éternel, mais possède une histoire. Une étoile présente une lumière vacillante à travers un télescope en 1995. La première exoplanète est détectée et la Terre se trouve des compagnons au-delà du système solaire. Plus récemment, en 2015, ce sont des lasers de 4 km de long qui voient leur lumière perturbée. Une onde gravitationnelle a traversé la Terre et a été détectée pour la première fois. Ce nouveau signal, généré par les perturbations de l'espace-temps lui-même, fut également la première fois que l'on observait une émission d'un trou noir, ces objets censés tout absorber. En nous offrant une nouvelle manière de sonder le cosmos, cette découverte nous renvoie également vers des questions qui traversent toute la science. De quoi est fait l'univers qui nous entoure ? Comment ces nouveaux canaux astrophysiques complémentent les observations des télescopes ? Et comment continuer à effectuer le transfert des connaissances des physiciens à la pointe des découvertes scientifiques vers une société avide de savoir et de compréhension ? Voici les sujets de cette table ronde organisée par le Centre parisien de physique cosmologique, ou PCCP. Le PCCP est un lieu de recherche, d'éducation et d'échange scientifique dans le domaine de la physique de l'univers. À travers leurs activités de recherche, les physiciens du PCCP étudient le cosmos dans sa globalité, à travers les premières lumières issues du Big Bang ou avec les ondes gravitationnelles. Ces membres sont également investis dans une mission d'échange avec la société, à la fois lors de formations dédiées aux enseignants et aux élèves,
et lors d'événements de diffusion scientifique comme cette table ronde, ou également des projets de collaboration entre artistes et scientifiques, tout en œuvrant à contribuer de manière positive aux défis sociaux qui intègrent toute la société. Pour cette table ronde, nous avons Matteo Barsolia, directeur du PCCP, professeur au laboratoire astroparticules et cosmologie et physicien dans la collaboration Virgo qui détecte les ondes gravitationnelles. Nous avons également Sylvain Chaty, professeur à l'Université de Paris, astronome spécialisé dans l'évolution des étoiles et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Nous avons Anne Lemierre, astrophysicienne, spécialiste de l'origine des rayons cosmiques, et responsable du groupe Astronomie à hautes énergies du laboratoire astroparticules et cosmologie. Et nous avons enfin David Larosserie, journaliste au Monde dans la rubrique Science, qui a relaté cet été la saga des ondes gravitationnelles en 6 épisodes. Pour commencer, Matteo, est-ce que tu pourrais nous donner un petit résumé de que sont ces ondes gravitationnelles et leur importance pour l'astrophysique, s'il te plaît? Oui, merci. Bonjour, merci Leïla. Pour parler d'ondes gravitationnelles, il faut parler d'abord de la relativité générale. C'est cette théorie établie par Einstein en 1915 qui décrit la gravitation et qui est utilisée aujourd'hui pour décrire l'infiniment grand, l'univers et beaucoup d'objets astrophysiques comme le trou noir, par exemple. Donc, dans le cadre de cette théorie, donc l'espace et les temps ne sont pas des entités séparées, mais il s'agit d'une entité unique, l'espace-temps. Et de plus, cet espace-temps est quelque chose d'élastique qui est déformé par la matière et l'énergie. Et donc, la matière et l'énergie courbent l'espace-temps, et la gravitation est une manifestation de cette courbure de l'espace-temps. Or, quand il y a un milieu élastique qui est déformé, par exemple, il y a un tremblement de terre, il y a une déformation de la Terre, il y a des ondes sismiques qui se propagent. Et donc, un peu de la même façon, quand l'espace-temps est déformé, par exemple, il y a un phénomène violent, il y a la fusion de deux astres comme de compacts, deux étoiles à neutrons, par exemple. Donc, ce milieu élastique est déformé, il y a une propagation d'ondes de l'espace-temps. Donc, les ondes gravitationnelles. Donc, les ondes gravitationnelles sont une prédiction de la théorie d'Einstein. Cette prédiction date de 1916. Sont des petites vibrations de la géométrie de la courbure de l'espace-temps qui se propagent dans le vide, dans l'univers, jusqu'à nous, et qui donc peuvent amener des informations sur des phénomènes astrophysiques. Donc, les ondes gravitationnelles ont été prévues donc à Einstein en 1916 et détectées pour la première fois en 2015, comme tu l'as dit, par l'expérience LIGO aux États-Unis. Merci. En effet, David, vous avez raconté tout ce qui s'est passé, tous les efforts pendant un siècle pour pouvoir détecter ces ondes qui étaient déjà prédites par Einstein, mais dont il a fallu 100 ans avant de pouvoir avoir la trace dans nos détecteurs. Ah oui, c'est quand même l'une des découvertes les plus extraordinaires de ces dernières années. Et comme journaliste, quand on apprend cette nouvelle pour la transmettre au public, les premières personnes à convaincre, c'est nos directeurs pour pouvoir avoir de la place, donner de l'importance à ça. Et il y a des fois des découvertes qui sont très difficiles à faire passer. Celle-là, elle est quand même assez facile. Déjà, vous avez Einstein. Donc c'est le chercheur que tout le monde connaît, sa tête est très connue. On peut dire il a raison, il l'avait prédit. Et beaucoup de journaux, dont Le Monde, a utilisé cette personne pour montrer l'importance du résultat. Mais vous avez aussi les trous noirs qui sont impliqués dans la découverte. Et c'est un objet qu'on connaît moins, mais qui est quand même assez fascinant. Et tout de suite, le public sait de quoi on va lui parler. Vous savez aussi qu'il y aura forcément un prix Nobel à la clé.
Et ça, même les non-scientifiques savent qu'un Nobel, ça a de l'importance, et donc vous n'avez pas à avoir de mal à convaincre. Évidemment, c'est aussi une première, et journalistiquement, toutes les premières, qu'elles soient en sciences, en politique, en société ou en sport, c'est quelque chose qui est évident à mettre en avant. Après, vous avez un petit détail, c'est qu'il y a des Français qui sont impliqués dans la recherche, donc ça aide aussi pour dire bon le résultat est important et en plus le pays a participé. Vous pouvez aussi faire valoir que ces instruments, c'est de la big science, c'est vraiment du concret, c'est des grosses installations qui ont coûté très cher, qui se voient vraiment. On n'est pas dans des objets très 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 abstraits. Et puis vous pouvez ajouter le petit suspense quand même, parce que donc Mathéo a rappelé que la détection était en septembre 2015. Mais l'annonce et le public et les journalistes aussi ne l'ont su que le 11 février 2016, avec quelques semaines avant des rumeurs, etc. Et donc la tension était à son comble. Donc finalement, l'événement fait la une de beaucoup de journaux, dont Le Monde, les radios, les télés. Et incontestablement, c'était un événement marquant. Après, il y a ce qui est notable aussi, c'est que il y a beaucoup de bruit au moment de l'événement, et ensuite ça retombe un peu. Alors des 2 pages qu'on a fait dans Le Monde pour la première détection, ensuite on a eu un petit article pour la deuxième, une brève pour la 3e détection. Et c'est seulement, si mes souvenirs sont bons, au bout de la 4e, lorsque, sans doute on en parlera, détecteur, la partie européenne de la collaboration a vu son premier signal, qu'on a à nouveau fait un article. Et on voit que ça met du temps à construire ce pourquoi la collaboration est faite, à savoir un observatoire, un télescope, parce que on en parle quand il y a la première détection, et ensuite ce côté devenu routinier de l'observation, dans les journaux est moins important, et donc petit à petit l'effet de la découverte s'estompe dans les médias. Et donc moi j'étais content cet été de raconter plus de 50 ans de cette longue histoire, voilà, pour revenir là-dessus. C'est vrai que c'est intéressant de parler qu'une fois qu'une découverte est faite, c'est souvent la première qui est la plus difficile, et ensuite il y en a de plus en plus qui se rajoutent. Et il y a moins cet aspect nouveauté, mais dans ce cas, on a eu quelque chose d'assez extraordinaire pour nous physiciens, parce que tout d'un coup, c'était un nouveau signal qu'on n'avait jamais détecté de la part de l'univers. Pour quelqu'un comme toi, Sylvain, qui étudie les étoiles, quel est l'intérêt d'avoir ce nouveau signal en plus des observations que tu pourrais faire avec des télescopes? Bonjour à tous, tout d'abord. En fait, je voulais d'abord dire que j'aime beaucoup justement le thème voir l'univers autrement, parce que on est vraiment dedans avec les ondes gravitationnelles. Et il faut se rappeler que suite à ce qu'a dit David, là, que je trouve très, très intéressant, le fait qu'au début il y a une excitation, puis après, petit à petit, la taille consacrée dans les médias diminue. Il faut se rappeler quand même que au début du XVIIe siècle, on a eu à peu près le même événement, lorsque Galilée a pointé sa lunette qu'il avait améliorée vers le ciel. Il a découvert quand même que la Lune avait des cratères, que le Soleil avait des taches, que la Voie lactée était en fait constituée de plein d'étoiles, que Vénus avait des phases comme la Lune, et que Jupiter avait des satellites. Donc il a fait une moisson de découvertes énormes grâce à ce petit instrument avec une petite lentille qui faisait peut-être 4 cm de diamètre. Il a vu l'univers autrement, et donc c'était une révolution, une véritable révolution de passer de l'œil nu à la lunette. Et puis après, il y a eu plein d'autres observations en fait, du ciel entre le XVIIe siècle et le XXe siècle, avec lunettes, télescopes, et on en a beaucoup moins parlé en fait. Et donc nous, évidemment, on les connaît, mais le grand public peut-être moins.
Et la même révolution s'est produite pendant le XXe siècle, puisque là, au lieu de regarder uniquement les photons de la lumière visible, on a commencé à regarder les photons de l'ensemble du spectre électromagnétique, c'est-à-dire, tu l'as mentionné Leïla tout à l'heure, la radio, et puis l'infrarouge, l'ultraviolet, les rayons X, et enfin les rayons gamma. Entre le début et la fin du XXe siècle, on s'est ouvert à l'ensemble du spectre électromagnétique. Et ça aussi, ça a été une révolution. Et ça a permis de voir l'univers autrement, de comprendre des phénomènes qu'on n'aurait pas pu comprendre sans ça. Et donc, je dirais, la troisième révolution, c'est après l'observation avec la lunette, après l'astronomie multilongueur d'onde, c'est l'avènement de l'astronomie multimessager, où là, on ajoute donc l'ouverture, la fenêtre des ondes gravitationnelles, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, qu'aujourd'hui, on peut observer des neutrinos, et on peut observer aussi des rayons cosmiques. Et donc, toutes ces choses, en fait, qu'on ne voit pas, on ne voit pas à l'œil nu, on ne peut pas les sentir, mais elles sont là. Et donc ça, là, on a une autre facette de l'univers avec des événements qu'on peut comprendre avec une autre physique. Et ça, c'est une vraie révolution. Et pour arriver donc à la réponse à ta question, Leïla, donc on est passé aussi, il y a une autre révolution qui est peut-être passée un petit peu plus inaperçue, c'est que jusqu'au début du XXIe siècle, on étudiait les étoiles comme des objets uniques. C'est-à-dire que les étoiles, elles naissaient, elles évoluaient, et puis elles mouraient, mais en gros, elles étaient toutes seules. Et on étudiait les étoiles seules. Et puis, il y a eu des objets qui étaient un petit peu plus anecdotiques, qui étaient ce qu'on appelle les étoiles en couple, qui s'échangent de la matière, qui s'échangent du moment angulaire, donc la façon dont elles tournent. Et bon, ça restait anecdotique, jusqu'à ce qu'au début du XXe siècle, donc vers 2005 à peu près, on se rende compte qu'en fait, plus des 3/4 des étoiles de grande masse vivent en couple. C'est-à-dire qu'on est passé d'un objet anecdotique à un objet qui en fait est généralisé à la plupart des étoiles. Et on passe d'une étude de l'évolution stellaire à l'étude des couples stellaires. Et les couples stellaires, c'est comme les histoires d'amour. À la fin, elles finissent par il y a un moment de passion qui se finit par une passion fusionnelle. Et les couples d'étoiles, en fait, les deux étoiles vont se rentrer l'une dans l'autre et vont fusionner. Et c'est là qu'elles donnent naissance à ces émissions d'ondes gravitationnelles. Et donc, en fait, si on veut étudier les étoiles, leur forme jusqu'à leur fin, on est obligé de les étudier avec l'ensemble du spectre électromagnétique, et ça inclut les ondes gravitationnelles. Je pense que cette violence dont tu parles correspond très bien aux travaux de recherche d'Anne, qui étudie l'univers violent, notamment avec les rayons gamma, les sursauts gamma, qui sont ces rayons lumineux très brefs et très énergétiques. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la façon dont ces nouvelles découvertes s'intègrent dans tes recherches actuelles? Oui, bonjour à tous. Alors, je vais peut-être commencer par une petite anecdote un peu personnelle, parce que sur l'ouverture d'un nouveau champ, parce que moi j'ai assisté en fait quand j'ai commencé la recherche de ma thèse, un peu à l'ouverture du champ d'observation en gamma de très haute énergie, puisqu'avant on avait voilà, ça date c'est une technique qui est un peu assez complexe à mettre en œuvre, et finalement les premières sources gamma au-delà du TEV, c'est les années 80. Et on voyait une ou deux sources. Et puis, en fait, la fenêtre s'est complètement ouverte dans les années 2000, où on a atteint un seuil de sensibilité qui nous a permis de faire ce qu'on appelle des études de population, c'est-à-dire l'outil qu'on a besoin pour vraiment apprendre des choses apprendre vraiment, enfin compléter nos théories sur les nouveaux objets qu'on observe. On a besoin d'avoir tout un tas de détections. On va commencer à faire des études, voilà, à grande échelle. Et moi, j'ai vécu pendant ma thèse cette phase, en fait, avec les télescopes S, qui est une phase passionnante, parce qu'on a l'impression que voilà, qu'on défriche un nouveau paysage, on explore quelque chose de complètement nouveau. Donc, c'est une période qui est très excitante et qui correspond en effet à la période vécue aujourd'hui par les chasseurs d'ondes gravitationnelles. Un autre commentaire sur la complémentarité entre les différents messagers.
j'ai remarqué qu'en fait, ces dernières années, quand un nouveau champ, comme ça, une nouvelle fenêtre sur l'univers s'ouvre avec les ondes gravitationnelles, au lieu de reléguer en fait l'ancienne astronomie, l'astronomie en fait photonique, hein, électromagnétique, au placard, finalement, ça développe encore plus ce qui s'est fait. Il y a comme un regain d'activité parce qu'on voit une nouvelle facette d'un certain nombre d'objets, pour certains qu'on avait déjà observés en gamma. Par exemple, si je pense à l'événement qui a été observé en 2017 de la fusion de 2 étoiles à neutrons, en gamma, on a observé un sursaut gamma court. On observait déjà des sursauts gamma depuis un certain nombre de temps dans le domaine gamma, mais on n'avait pas de modèle. On avait un certain nombre d'idées sur ce qui pouvait créer ces sursauts gamma. Et finalement, c'est l'observation de la fusion de 2 étoiles à neutrons avec LIGO Virgo qui a permis en fait, de réellement comprendre ce qui se passait, qu'est-ce qui était à l'origine de cette émission gamma extrêmement puissante et extrêmement courte. Et d'un seul coup, tous les télescopes du monde se sont braqués sur cet objet. On a eu à peu près 70 collaborations différentes qui ont observé dans cet objet, plusieurs dizaines de télescopes radio, télescopes X, gamma, les télescopes neutrinos, en optique et en infrarouge, qui ont permis de détecter ce qu'on appelle la kilonova, c'est-à-dire la dernière phase du processus de nucléosynthèse où les éléments les plus lourds sont formés. Ça, c'est un événement très impressionnant. On peut dire que c'est le premier vrai événement qui marque l'ère active du multimessager. Et il a fallu le concours de tout, en fait, tous les domaines, tous les messagers et tous les champs d'observation du spectre, le long du spectre électromagnétique pour investiguer cet événement qui est un événement qui marquera pour toujours l'histoire de l'astronomie. Donc en fait, c'est vrai que quand on ouvre une nouvelle fenêtre, on peut pas dire en fait qu'on soit dans une révolution au sens où une théorie va remplacer une autre, mais on est vraiment dans une phase d'ouverture d'une nouvelle fenêtre sur l'univers à laquelle on n'avait pas accès, et on voit que tout cela s'articule avec bien compléter tout ce qu'on connaissait déjà et tout ce qu'on avait déjà comme moyen d'observer l'univers. C'est vrai, merci de nous rappeler, Anne, qu'avec certaines détections d'astrophysique multimessager, comme ces étoiles à neutrons où on voit un signal lumineux et un signal gravitationnel, ça nous a permis de mieux comprendre comment sont forgés en fait les atomes que l'on voit autour de nous. Une des grandes découvertes de l'astrophysique et de la cosmologie ce dernier siècle, c'était d'expliquer l'existence, la formation de ces atomes pendant l'évolution de l'univers. Et pour les atomes les plus lourds, certains comme l'or, on n'était pas encore vraiment certain. Il y avait plusieurs hypothèses et les détections permettent de confirmer des hypothèses. Et on peut avoir dans un signal très lointain une information sur la matière qui se trouve en réalité autour de nous. David, est-ce que c'est quelque chose dans la communication des nouvelles découvertes avec le public qui est importante, d'avoir ces événements qui sont extrêmement lointains dans d'autres galaxies, mais qui en fait permettent d'avoir une explication dans ce qui nous entoure? Oui, c'est pour intéresser le public ou faire comprendre à quel point la découverte est intéressante. C'est certain que lorsqu'on peut faire un lien avec, alors non pas la vie quotidienne, mais en tout cas des situations proches, c'est toujours mieux. Et toutes les découvertes ne rentrent pas forcément dans ce cadre. Alors parfois les journalistes, mais aussi des fois les scientifiques vont tordre un peu le cadre pour le raccrocher à tout prix, mais là il y a pas beaucoup à se forcer, et je pense que le Hubert Reeves avec sa notion de poussière d'étoiles, je pense a frappé les esprits, et même si tout le monde n'a pas lu ses livres, il y a quand même cette idée que nos atomes les atomes qui nous constituent viennent de là.
Alors ensuite, du coup, les détails importants se raccrochent à cette longue histoire-là, et donc c'est évident que ça participe à l'intérêt pour l'objet. Mais pour vous, la notion de nouvelle fenêtre est évidente. Mais moi j'ai remarqué que c'est pas évident de dire au public on ouvre une nouvelle fenêtre, tout simplement parce que une fenêtre, c'est pas un concept que le public peut forcément maîtriser, quoi. Donc il y a parfois des choses évidentes qui vont mériter un petit peu de développement. Et oui, le spectre électromagnétique, c'est différent des neutrinos, c'est évident pour vous, et différent des ondes gravitationnelles, mais enfin il faut toujours un petit peu plus de travail pour bien expliquer cette notion. Donc autour de raisonnements ou de logique évidente, il faut parfois rajouter des couches de vulgarisation, et bon, ça rend la chose intéressante, mais voilà, c'est pas. Et donc la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de montrer que les ondes gravitationnelles, elles servent à quelque chose pour l'astrophysique. Et là, forcément, on va rentrer dans des détails ou des phénomènes qui sont loin d'être simples. Tout à l'heure, vous avez déjà parlé d'étoiles à neutrons. Étoiles à neutrons, on peut pas l'écrire comme ça dans un article parce que non, le public ne sait pas forcément. Et donc là, c'est passionnant parce que oui, ça va toucher aux limites des théories, ça va mettre en avant des phénomènes très très compliqués, mais là il y a plus de travail, et donc du coup c'est pour ça que ça fera pas toujours 2 pages les prochaines découvertes liées aux ondes gravitationnelles. C'est vrai qu'on parle ici d'étoiles à neutrons qui sont des étoiles extrêmement denses. Mais la plupart des ondes gravitationnelles que l'on détecte sont en réalité émises par des trous noirs, qui sont également des objets très mystérieux. Mathéo, si tu peux nous en dire un peu plus sur les trous noirs en général, et qu'est-ce que ça nous apporte d'avoir un signal émis par ces objets dans nos compréhensions des lois de l'univers? Oui, alors, avant de à ta question, Léla, je voudrais faire juste un petit commentaire, enfin deux petits commentaires. Un sur par rapport à ce qu'il disait Anne, il y a un événement exceptionnel, donc 2015, c'est la première détection, on a mis un siècle, et après, ça devient une nouvelle normalité. Pourquoi? Parce qu'on améliore les instruments. Et on passe à un niveau où il y a quelques événements. C'est comme quand on observe le ciel à Paris, on voit quelques étoiles. Et puis, voilà, c'est comme si on éteignait la ville, le ciel, on arrivait à dégager les nuages et tout, et on arrive à en voir beaucoup plus. Aujourd'hui, nous avons détecté 50 sources dans des gravitationnelles, et récemment, on effectue une prise de données, on voit une source par semaine, et en améliorant encore les instruments, on s'attend à voir quelques sources par jour dans quelques années. Donc c'est comme ça que voilà, on est passé d'un événement exceptionnel après un siècle d'attente, 50 ans d'efforts au niveau des instruments, à un événement par semaine. Je voulais juste faire un autre commentaire sur ce que disait Anne sur la détection de la kilonova, donc cette détection conjointe, donc cet événement, la fusion de 2 étoiles à neutrons, qui a été vu en ondes gravitationnelles, mais aussi avec la lumière. Et quelque chose que je trouve très intéressant sur les ondes gravitationnelles, c'est que non seulement ils nous permettent de voir l'univers autrement, mais c'est aussi un moyen, avec LIGO et Virgo, les détecteurs d'ondes gravitationnelles, on regarde tout le ciel tout le temps. Et ça, je trouve très intéressant. C'est la raison pour laquelle c'était possible d'aller dire au télescope, allez regarder là-haut, exactement dans cette région du ciel. Et il y a eu 70 télescopes qui sont allés regarder dans la région du ciel qu'on leur avait indiqué. Donc cette
ce changement de regarder une petite portion du ciel quand le ciel est dégagé la nuit à regarder tout le ciel tout le temps, je le trouve très très intéressant. Enfin, c'est un point ce caractère de lanceur d'alerte des instruments comme l'LIGO Virgo, je le trouve très très intéressant. Pour revenir en trou noir, d'alerte positive cette fois. Comment? D'alerte positive. On n'est pas dans le cas du lanceur d'alerte tel qu'on en parle dans les médias avec. Non. C'est juste qu'aller regarder là-bas, il y a quelque chose. Ce sont les bonnes nouvelles de l'univers ici. Il y a des choses exceptionnelles qui se passent dans cette région du ciel. Il faut vraiment regarder là-bas. C'est une histoire passionnante de ce qui s'est passé le 17 août 2017. Mais voilà, je réponds à ta question brièvement. Les trous noirs. Oui, les ondes gravitationnelles ont déjà montré qu'on peut détecter des choses qui n'avaient jamais été détectées avec les ondes électromagnétiques. Par exemple, Sylvain parlait de systèmes binaires, de couples d'étoiles. Il y a des systèmes binaires de trous noirs. C'est la première fois qu'avec LIGO et Virgo, on a détecté des systèmes binaires de trous noirs. Et on a vu fusionner ces systèmes binaires de trous noirs. Donc, ça nous renseigne beaucoup sur l'origine de ces systèmes binaires. Là, on a commencé à faire des statistiques sur la distribution des masses, sur comment ces trous noirs tournent sur eux-mêmes. Ça nous renseigne sur la nature de la gravité. Les ondes gravitationnelles nous permettent de tester la gravité dans un régime complètement différent, ce qu'on appelle des champs forts, des vitesses relativistes, et donc de sonder encore mieux cette théorie. Alors pourquoi on en a besoin? Parce que c'est quand même une théorie cadre. C'est une théorie c'est un cadre de travail pour la physique, et parce qu'il y a encore des choses à expliquer. Il y a par exemple l'unification entre la théorie de la relativité et la mécanique quantique. Il y a des choses encore, et donc toutes ces observations peuvent nous aider à tester la relativité générale et éventuellement découvrir des failles, des petits problèmes qui pourraient représenter des pistes de recherche. Eh ben, c'est parfait parce que on a quelques questions qui viennent du chat du public et l'une d'entre elles est justement que s'attend-on à découvrir dans les années à venir? On parle de ce qui est normal aujourd'hui, après 5 ans de mesures, de détection d'ondes gravitationnelles que nous réserve le futur. Je ne sais pas s'il y en a un qui a envie de répondre en particulier par rapport à son domaine d'expertise. Ou une, bien sûr. Je peux commencer à apporter des éléments de réponse, mais après, pour compléter, mais en fait, le domaine des ondes gravitationnelles est vraiment un domaine très très large. Alors là, on a beaucoup parlé des couples stellaires, des binaires, donc des couples d'étoiles qui se transforment à la fin de leur vie soit en étoiles à neutrons, soit en trous noirs et qui vont fusionner. Donc déjà, il y a tout cet aspect de compréhension de l'évolution de ces objets qui est important. Il y a l'aspect formation étoile à neutrons, l'intérieur des étoiles à neutrons qui est très mal connu, la formation des trous noirs qui est mal connu aussi. Il y a l'aspect rotation de chacun de ces objets. Donc déjà, chacun de ces objets, c'est un domaine d'étude en soi. Donc ça, on en a un petit peu parlé, mais après, il y a d'autres choses qui sortent un peu de domaine de cette étude, mais qui sont tout aussi importants. Il y a par exemple comment on forme des trous noirs de grande masse. Il faut dire que jusqu'à 2015, en fait, on connaissait des trous noirs dont la masse était, on va dire, jusqu'à 15 masses solaires, c'est-à-dire 15 fois la masse du Soleil, et puis on connaissait des trous noirs dont la masse était supérieure à des millions de fois la masse du Soleil. Mais entre les deux, on n'avait rien. Et là, LIGO Virgo a complètement changé cette vision des choses. Et aujourd'hui, LIGO Virgo découvre des trous noirs qui font plus de 100 fois la masse du Soleil. Donc on parle de trous noirs de masse intermédiaire. Et on se pose la question de savoir comment former ces trous noirs-là. Est-ce qu'on forme un trou noir comme ça directement à partir d'une étoile? Ça semble très compliqué. Donc est-ce que ce n'est pas plutôt des rencontres, des fusions successives qui vont permettre de former des trous noirs de ce type de masse? C'est possible.
Et est-ce que cette découverte n'a pas un impact dans la formation des graines de trous noirs supermassifs qui se trouvent au centre des galaxies? C'est possible aussi. Donc il y a vraiment des implications, on va dire même sur la formation des trous noirs qui sont au centre des galaxies. Et puis il y a des aspects encore plus liés à la cosmologie, comme par exemple la détermination de la constante de Hubble. On a beaucoup parlé là, de la fusion de deux étoiles à neutrons en 2017, et Anne a mentionné à juste titre la formation d'éléments lourds, c'est-à-dire d'atomes lourds, ceux qui composent, par exemple, nous, la Terre, etc. Déjà, il faut se rappeler qu'avant cet événement, on disait que les atomes lourds étaient formés lors de l'effondrement des étoiles massives, lors des supernovas. Aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des atomes lourds sont formés non pas lors de supernovas, mais lors de fusion d'étoiles à neutrons. Donc c'est vraiment un changement de paradigme total. Et en plus, grâce à cette observation, on a pu déterminer plus précisément la constante de Hubble, qui en fait va dire à quelle vitesse se déploie notre univers. Donc c'est vraiment une implication cosmologique énorme. Et pour donner un dernier exemple, on peut dire que les ondes gravitationnelles nous permettent aussi de déterminer si la relativité générale est la théorie qui fonctionne et qui décrit les observations faites avec LIGO Virgo. Alors pour l'instant, avec la statistique actuelle, les observations actuelles, la sensibilité actuelle, il n'y a aucune déviation par rapport à la relativité générale, mais on peut imaginer que avec le nombre d'observations qui va arriver dans le futur, avec les prochaines campagnes d'observation, eh bien c'est quelque chose qui va être regardé en détail pour voir si la relativité générale est en effet la relativité qui décrit ces observations-là, ou si on va avoir besoin de l'améliorer ou de changer quelque chose. Donc c'est vraiment pour ça que quand on parle de nouvelles fenêtres sur l'univers, je pense que c'est quand même... enfin, c'est même plus une fenêtre, là, c'est un toit qu'on ouvre. Et on a vraiment des implications dans plein de domaines qui dépassent l'astronomie, qui dépassent l'astrophysique, mais qui sont même de l'ordre de la physique fondamentale, en fait. Et donc, on aura beaucoup d'articles par David dans le futur, ne vous inquiétez pas. On a une autre question qui est, maintenant que l'on parle de toutes ces théories, il faut quand même du concret. Ça a pris 100 ans pour pouvoir détecter une onde gravitationnelle parce que c'est extrêmement compliqué. Et la question, justement, quelles sont les techniques qui sont utilisées pour capter ces ondes gravitationnelles? Voilà, Mathéo, tu es plus qu'un expert dans le domaine. Je pense que tu peux nous en dire un peu plus sur la façon dont on capture ces événements qui, il faut le rappeler, sont extrêmement faibles une fois qu'ils arrivent sur Terre. Oui, alors on pourrait dire que le principe de mesure est simple. On utilise ce qu'on appelle des interféromètres. C'est des instruments où il y a un faisceau lumineux. Alors c'est un faisceau laser, c'est de la lumière très pure, très stable. Donc on envoie ce faisceau lumineux sur un miroir qui semi-réfléchissant, donc qui sépare le faisceau en deux parties perpendiculaires. Et les faisceaux laser sont envoyés sur quelques kilomètres. À la fin de ces quelques kilomètres, il y a des miroirs. Les faisceaux sont réfléchis et se récombinent, et se retrouvent ensemble. Alors, quand il y a une onde gravitationnelle qui passe, elle déforme l'espace de façon asymétrique. Il y a un bras qui devient plus court, l'autre qui devient plus long. Et donc, il y a un faisceau qui a un retard par rapport à l'autre et techniquement, il est déphasé par rapport à l'autre. Et quand il y a deux faisceaux laser qui se recombinent comme ça et il y a un déphasage d'un faisceau par rapport à l'autre, quand on recombine les deux faisceaux, on les remet ensemble, on voit un petit changement de puissance lumineuse à la sortie de notre détecteur. Donc, nous, on détecte ce petit changement de puissance lumineuse. Le problème, c'est que le changement est très petit parce que l'onde gravitationnelle est très petite. On a un changement équivalent de la longueur des bras de l'ordre d'un milliardième de mètre sur quelques kilomètres. Donc, un milliardième de mètre, c'est 1000 fois plus petit que le noyau d'un atome. Et donc, c'est pour ça que
comme David le rappelait, les efforts pour détecter les ondes de gravitation ont commencé il y a 50 ans, et donc les chercheurs ont mis 50 ans pour détecter les ondes gravitationnelles. Il faut éliminer tous les bruits de l'environnement, tous les bruits qu'on produit nous-mêmes, et donc il faut construire un instrument vraiment très 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 sensible. Et ce qui est passionnant, on le comprend un peu quand tu l'expliques, c'est un défi technologique et théorique tel qu'on n'est plus du tout comme Einstein dans notre petite chambre en train de faire des calculs. Nous sommes tout le temps en réseau, c'est une énorme collaboration qui est en train de construire ces détecteurs, penser aux détecteurs suivants, résoudre les équations pour comprendre qu'est-ce qu'on va détecter, mais également des collaborations au-delà de Virgo en elle-même, avec d'autres types d'astrophysiciens comme Anne. Anne, tu nous parlais justement de la façon dont les informations se transmettent entre les astrophysiciens, à quel point on est en réseau. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, toi, en tant que physicienne qui a l'habitude de travailler avec des télescopes et des satellites, comment se font les échanges avec les autres physiciens, comment on travaille tous ensemble? Oui, alors c'est vrai qu'il y a toute une problématique du partage d'informations et de données qui se pose. C'est vraiment un problème d'avenir sur lequel on se penche. Comment partager nos données, trouver des formats de données pour les partager le mieux possible, fournir des outils pour que nos collègues puissent toucher à nos données. Ça, c'est vraiment la condition sine qua non au monde d'observation multimessager. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits là-dessus en ce moment, parce que dans l'astrophysique, historiquement, il y avait beaucoup de collaborations. Il y avait des données, ce qu'on appelait des données privées, c'est-à-dire que les gens construisent leur détecteur, ça leur prend beaucoup d'énergie, de temps et d'argent, et ils gardaient jusqu'ici des données privées. Alors, il existe déjà depuis un certain nombre de dizaines d'années ce qu'on appelle des observatoires avec des données ouvertes. Ça demande beaucoup d'efforts pour rendre accessibles ces données à toute une communauté. Et donc là, beaucoup de collaborations sont en train de faire cet effort. Il y a aussi, alors peut-être que Mathéo pourra en parler un peu plus, le partage de données pratiquement en temps réel, c'est-à-dire que quand il y a des effets d'alerte comme ça, par la détection d'une onde gravitationnelle, forcément il faut aller très très vite pour que tous les télescopes radio, X, gamma, optique pointent sur cet objet. Donc il y a un système international qui se met en place, donc vraiment à grande échelle de télégrammes qui sont publiés pour tout de suite alerter l'ensemble du monde sur un objet très intéressant à observer. Donc ça, je pense que c'est un sujet sociologique très intéressant parce que ça se fait pas sans mal de communiquer à très grande échelle sur des milliers et des milliers de personnes, de partager ces données, d'accepter que ça soit une aventure collective. Mais je pense que ça donne quand même de l'espoir. Parce que, par exemple, aujourd'hui, on aborde des problèmes, par exemple le changement climatique ou des problèmes écologiques dans lesquels on sent bien que la solution, elle se fera qu'à grande échelle, en collaborant et en partageant des données et des expériences. Donc, de ce point de vue-là, on peut peut-être dire que les astrophysiciens essayent d'ouvrir une voie. C'est intéressant de parler de sociologie parce qu'en effet, il y a beaucoup de collaboration entre la tribu, on pourrait dire, des astrophysiciens et des physiciens fondamentaux, comme le disait Sylvain. Et au-delà de ça, il y a également de plus en plus de tentatives de partage avec la société civile. On essaye autant que possible nos données sont accessibles en ligne pour les autres astrophysiciens, mais on propose également des tutoriaux pour que chacun qui a un peu de compétences puisse apprendre comment les analyser. On organise également des événements avec des professeurs, avec des étudiants, des élèves pour pouvoir transmettre notre science avec le plus grand nombre. David, en tant que journaliste qui est justement au milieu de ce transfert des scientifiques vers la société, comment tu perçois
ce qu'attendent les gens de la part des astrophysiciens, la volonté peut-être de participer, d'être inclus au-delà de juste avoir les nouvelles dans la physique qui est en train de se faire? Oui, il faudrait sans doute une table ronde entière pour résumer toute la diversité, parce que c'est quand même assez impressionnant les différentes modalités qu'il y a pour des gens à participer à de la recherche. Le niveau classique, c'est tous ces projets en ligne qui consistent à aider les chercheurs en physique, en biologie, etc. Il y a même un projet pour la collaboration sur les ondes gravitationnelles, le Gravity Spy, où on essaye de profiter de l'intelligence collective pour identifier des phénomènes et aider la recherche. Mais la plateforme Zooniverse sur laquelle se trouve Gravity Spy compte 80 projets comme ça de participation. Mais ensuite, ces dernières années, on a vu aussi, ça c'est assez vertical, c'est-à-dire que le public, bon, il va aider les chercheurs, mais ça peut susciter des vocations, mais quelque part, son implication dans le projet est assez douce. Ces dernières années, on a vu, en revanche, notamment sur la santé et l'environnement, monter les expertises citoyennes pour les patients, par exemple, dans le sida, se sont imposés dans la définition des protocoles. Sur le nucléaire, on a eu des mesures alternatives pour mesurer la radioactivité ambiante. Donc c'est souvent de l'engagement et plus politique. Et puis, ces derniers temps aussi, on voit quelque chose de beaucoup plus horizontal où des groupes essayent d'impliquer les citoyens dans la définition même des questions de recherche, et il y a déjà de beaux exemples. Alors toujours plutôt sur les questions d'environnement. C'est vrai qu'en physique théorique, en astrophysique, on voit mal comment des citoyens pourraient s'intégrer à la définition d'un nouveau satellite, d'un nouveau détecteur, de nouvelles questions de physique. Mais en tout cas, c'est très dynamique ce principe-là aujourd'hui. Merci, c'est une très belle conclusion, je pense, parce qu'on arrive à la fin de nos 45 minutes de table ronde. Si cela vous intéresse, je vous invite à voir le site de Virgo, Ego Virgo, ou le site pariscosmo.fr, qui est le site du PCCP. J'espère que vous avez apprécié ces échanges autour de cette nouvelle fenêtre sur l'univers. Comme vous avez pu le voir, on aura de belles découvertes dans le futur. C'est très récent, c'est déjà un peu normal, mais il y aura énormément d'événements anormaux qui vont nous en dire plus. Et vous lirez dans des articles écrits par David, écrits par d'autres, cherchés par certains des physiciens qui sont ici ou d'autres à travers le monde. Merci à tous et passez une bonne journée. Merci également, merci de ma part, merci à Mathéo, Sylvain, David, Anne et Leïla, et bien entendu merci à notre très cher public qui ont posé beaucoup de questions, mais malheureusement en 45 minutes nous n'avons pas eu le temps de toutes les traiter. Mais vous pouvez revisiter cet événement sur la Web TV du festival dès ce soir, et je vous rappelle la conférence de notre soirée de clôture à 19h qui sera donnée par Fanny Paris. Désormais et tout de suite, vous pouvez nous rejoindre pour notre prochain événement, la démocratie à l'épreuve de la pandémie, à 13h. Merci encore à vous toutes.